Je n'ai jamais pensé que ma propre maison deviendrait mon enfer. Que la femme que mon fils avait choisie serait celle qui me briserait de l'intérieur. Et surtout, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple après-midi de repassage changerait absolument tout. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, avant de vous révéler le secret qui a explosé notre famille, je dois vous faire comprendre comment j'en suis arrivée là. Comment une femme de 60 ans, qui a tout donné pour sa famille, s'est retrouvée face à une vérité si dévastatrice qu'elle a failli me tuer. Littéralement point le cintre m'a frappé par derrière. Un coup sec, brutal, à la base du crâne. La douleur a été immédiate, aveuglante. Mes genoux ont lâché et je me suis effondrée sur le carrelage froid de la buanderie. Le fer à repasser est tombé avec moi dans un fracas métallique. J'ai entendu sa voix avant même de voir son visage. Cette voix que j'avais appris à craindre au fil des mois. Mélissa. Ma belle-fille. Celle que j'avais accueillie à bras ouverts il y a 3 ans, pensant qu'elle rendrait mon fils heureux. Quelle idiote j'avais été point elle hurlait au-dessus de moi pendant que je tentais de reprendre mes esprits. Qui repasse comme ça, espèce d'incapable. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Ce n'était pas la première fois qu'elle me parlait ainsi. Mais c'était la première fois qu'elle levait la main sur moi. Mes doigts tremblants ont touché l'arrière de mon crâne et j'ai senti quelque chose d'humide. Du sang. Mon sang. J'ai regardé mes doigts rouges avec une sorte de détachement, comme si ce corps blessé n'était pas le mien. Point dans le salon, à quelques mètres seulement, j'entendais la télévision. Mon fils Thomas était là. Mon unique enfant. Celui pour qui j'avais sacrifié ma vie entière après que son père nous ait abandonnés quand il n'avait que 7 ans. J'avais travaillé comme une forcenée pour lui offrir une éducation, des vêtements corrects, des vacances. J'avais renoncé à refaire ma vie, repoussé tous les hommes qui s'intéressaient à moi, pour me consacrer entièrement à lui. Et maintenant, alors que sa femme venait de m'agresser, il montait le volume de la télévision. Il faisait semblant de ne rien entendre. Cette réalisation m'a fait plus mal que le coup de cintre. Mélissa continuait de vociférer. Apparemment, j'avais mal repassé une de ses chemises de marque. Une chemise à 300 € qu'elle m'avait jetée au visage ce matin en me disant de m'en occuper. Comme si j'étais sa domestique. Depuis qu'il vivait chez moi, dans ma maison que j'avais payée de mes propres mains après des années de travail acharné, elle me traitait exactement ainsi. Une domestique. Non, pire. Une esclave. Et Thomas la laissait faire. Je me suis relevée avec difficulté, m'agrippant au rebord de la planche à repasser. Ma tête tournait. J'avais 60 ans mais je n'étais pas fragile. J'avais toujours été forte, robuste même. Pourtant, à ce moment précis, je me sentais brisée. Pas à cause du coup. Mais à cause du silence de mon fils. Ce silence qui criait plus fort que tous les hurlements de Mélissa. Il savait. Il avait entendu. Et il choisissait de ne rien faire. Mélissa s'est approchée de moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son parfum hors de prix, celui qu'elle achetait avec l'argent de mon fils. Avec mon argent, en réalité. Car oui, même à 60 ans, je travaillais encore. Je n'avais pas le choix. Quand Thomas et Mélissa s'étaient installés chez moi après leur mariage, ils avaient promis que ce serait temporaire. Le temps qu'ils économisent pour leur propre appartement. C'était il y a 3 ans. 3 longues années pendant lesquelles j'avais vu ma vie se transformer en cauchemar. Tu vas refaire cette chemise correctement, a-t-elle sifflé entre ses dents. Et cette fois, si tu la gâches, je te jure que ce ne sera pas juste un cintre. Elle a agité l'objet devant mes yeux comme une menace. Puis elle est partie en claquant la porte de la buanderie si fort que les bouteilles de lessive ont tremblé sur l'étagère. Je suis restée là, debout, tenant toujours le rebord de la planche, sentant le sang couler lentement dans mon cou. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas ma volonté. Pas mon esprit. Mais une barrière invisible qui m'empêchait de voir la vérité. Pendant 3 ans, j'avais tout accepté. Les insultes. Les humiliations. Les ordres. Je m'étais dit que c'était le prix à payer pour garder mon fils près de moi. Pour ne pas le perdre comme j'avais perdu son père. Mais là, avec ce sang qui coulait, avec ce silence de Thomas qui résonnait dans mes oreilles, j'ai compris que je l'avais déjà perdu. Il n'était plus mon fils. Il était devenu un étranger. Un lâche.
Un homme que je ne reconnaissais plus point. J'ai posé le fer à repasser. J'ai pris un torchon pour essuyer le sang sur mon cou. Puis je suis sortie de la buanderie. Dans le salon, Thomas était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur un match de football. Comme si rien ne s'était passé. Comme si sa mère ne venait pas de se faire agresser à quelques mètres de lui. Je me suis plantée devant la télévision. Il a levé les yeux vers moi avec agacement. « Quoi, maman ? Tu vois pas que je regarde le match ? » Puis il a vu le sang. Son visage a changé. Une seconde. Juste une seconde de surprise, peut-être même d'inquiétude. Mais aussitôt, il a détourné le regard. C'est là que j'ai su. Mon fils avait fait un choix. Entre sa mère et sa femme, il avait choisi. Et ce n'était pas moi. Cette réalisation aurait dû me détruire. Mais étrangement, elle m'a libérée. J'ai senti quelque chose de froid et de dur se former dans ma poitrine. De la détermination. De la colère aussi. Mais surtout, une clarté absolue. Il était temps de reprendre ma vie en main. Il était temps d'arrêter de me laisser piétiner. Prenez un instant pour me dire d'où vous regardez cette histoire. Écrivez en commentaire le nom de votre ville. J'aimerais savoir où se trouvent les personnes qui, comme moi, ont dû affronter l'injustice dans leur propre maison. Et si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Car ce que je vais vous raconter maintenant va vous ouvrir les yeux sur des vérités que personne n'ose dire. Des histoires de famille qui ne sont pas celles des contes de fées. Mais des histoires vraies. Brutales. Et tellement importantes. J'y suis retournée dans ma chambre. La seule pièce de la maison qui était encore vraiment la mienne. Même si Mélissa y entrait régulièrement pour fouiller dans mes affaires, prétendant chercher je ne sais quoi. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Tout au fond, caché sous de vieux papiers, il y avait un carnet. Mon carnet secret. Celui où je notais tout depuis 3 ans. Chaque humiliation. Chaque insulte. Chaque fois que Mélissa me traitait comme moins que rien. Chaque fois que Thomas détournait le regard. Mais ce n'était pas juste un journal intime. C'était aussi un registre financier. Car voyez-vous, j'avais découvert quelque chose il y a 6 mois. Quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qui expliquait pourquoi Mélissa était si déterminée à rester dans ma maison. Pourquoi elle me traitait avec tant de mépris tout en refusant de partir. Et pourquoi mon fils, mon propre fils, était devenu son complice silencieux. Tout avait commencé un mardi après-midi de mai. J'étais rentrée plus tôt du travail. J'avais un terrible mal de tête et mon patron m'avait gentiment suggéré de rentrer me reposer. J'avais 60 ans et je travaillais toujours comme comptable dans une petite entreprise familiale. Le salaire n'était pas mirobolant mais c'était suffisant pour vivre, surtout que ma maison était payée. En arrivant, j'avais trouvé la maison vide. Enfin, c'est ce que je croyais. Thomas était censé être au travail et Mélissa avait dit qu'elle sortait avec des amis. Je m'étais préparé du thé et j'étais montée dans ma chambre pour m'allonger. C'est en passant devant leur chambre que j'avais entendu des voix. Des chuchotements. J'aurais dû frapper. J'aurais dû faire du bruit pour signaler ma présence. Mais quelque chose dans ces voix m'avait alerté. Un ton conspirateur. Urgent. Alors j'avais écouté. Et ce que j'avais entendu avait changé ma vie. Mélissa était au téléphone. Elle parlait avec quelqu'un, et à sa voix mielleuse, j'avais compris que c'était un homme. Mais pas n'importe quel homme. Son amant. Elle riait doucement, lui disant qu'elle s'ennuyait, qu'elle avait hâte de le revoir. Puis elle avait dit quelque chose qui m'avait glacé le sang. Encore quelques mois et on sera riche, chérie. La vieille ne se doute de rien. Une fois qu'on aura mis la main sur sa maison et ses économies, on pourra enfin vivre notre vie. Thomas est tellement stupide qu'il me croit vraiment amoureuse de lui. Mon cœur s'était arrêté. J'avais dû me retenir au mur pour ne pas tomber. Mélissa continuait de parler, détaillant son plan avec une précision effrayante. Elle avait épousé Thomas uniquement pour son héritage. Pour ma maison. Pour l'argent que j'avais économisé toute ma vie. Elle savait que j'avais près de 200 000 € sur mon compte épargne. Une somme que j'avais mis 30 ans à accumuler, euro par euro, sacrifice après sacrifice.
Elle savait aussi que ma maison valait au moins 400 000 € dans ce quartier en pleine expansion. Le plan était simple et diabolique. Rester dans la maison. Me rendre la vie impossible pour que je finisse par craquer. Soit je partirais de chez moi, soit je tomberais malade. Dans les deux cas, Thomas hériterait de tout. Et une fois l'héritage en poche, Mélissa divorcerait, prendrait la moitié, et s'enfuirait avec son amant. Un homme que j'allais découvrir être mon propre patron. L'homme pour qui je travaillais depuis 15 ans. L'homme en qui j'avais confiance. J'étais restée figée dans ce couloir pendant ce qui m'avait semblé une éternité. Puis j'étais redescendue en silence, j'avais repris ma voiture et j'étais partie rouler au hasard pendant des heures. Quand j'étais rentrée ce soir-là, j'avais agi comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, un plan commençait à germer. Un plan de vengeance. Parce que personne, absolument personne, n'allait me voler la vie que j'avais construite. Les 6 mois suivants avaient été les plus difficiles de mon existence. Continuer à vivre sous le même toit que cette femme qui complotait ma perte. Regarder mon fils tomber de plus en plus sous son emprise. Aller travailler chaque jour pour un homme qui était complice de ce plan. Mais j'avais tenu. J'avais souri. J'avais encaissé les humiliations. J'avais joué le rôle de la vieille femme faible et naïve. Et pendant ce temps, je collectais des preuves. J'avais commencé par installer discrètement des caméras dans la maison. 3 petites caméras invisibles que j'avais achetées en ligne. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir. J'avais filmé toutes les insultes de Mélissa. Toutes les fois où elle me traitait de bonne à rien. Toutes les fois où Thomas restait passif face à ses abus. J'avais aussi enregistré ses conversations téléphoniques avec son amant. Des heures et des heures de preuves accablantes. Mais j'étais allée plus loin. J'avais engagé un détective privé avec mes économies. Un homme discret que m'avait recommandé une collègue de travail dont le mari l'avait trompée. Ce détective avait suivi Mélissa pendant 3 mois. Il avait photographié toutes ses rencontres avec mon patron. Les déjeuners dans des restaurants chers. Les après-midi dans des hôtels de luxe. Les week-ends soi-disant entre amis qui étaient en réalité des escapades romantiques. J'avais tout. Chaque preuve. Chaque mensonge. Chaque trahison. Puis j'avais découvert quelque chose d'encore plus choquant. Mon patron, ce manipulateur qui couchait avec Mélissa et complotait pour me voler mon argent, détournait aussi des fonds de sa propre entreprise. Le détective avait trouvé des traces de transactions suspectes. Des factures gonflées. Des paiements à des entreprises fantômes. Pendant des années, cet homme que tout le monde respectait dans le quartier volait sa propre société familiale. Et Mélissa le savait. Elle était même complice. Elle l'aidait à blanchir l'argent à travers divers comptes offshore. C'est là que j'avais compris l'ampleur de ce dans quoi mon fils s'était embarqué sans le savoir. Mélissa n'était pas juste une femme intéressée. C'était une criminelle. Et elle avait choisi Thomas comme couverture parfaite. Le fils d'une femme honnête et travailleuse. Personne ne suspecterait jamais qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'illégal. Mais une fois qu'elle aurait l'argent, une fois qu'elle serait partie, mon fils se retrouverait peut-être accusé de complicité. Ou pire. Car j'avais aussi découvert que mon patron avait des dettes de jeu considérables. Des dettes envers des gens dangereux. Tout ce temps, j'avais continué à jouer mon rôle. La mère soumise. La vieille femme fatiguée qui acceptait tout. J'avais même commencé à faire semblant d'être plus malade que je ne l'étais vraiment. Je toussais de façon exagérée. Je me plaignais de douleurs imaginaires. Je voulais que Mélissa pense que son plan fonctionnait. Que je m'affaiblissais. Que la fin était proche. Et elle y croyait. Je la voyais sourire chaque fois que je grimaçais de douleur. Je la voyais échanger des regards satisfaits avec Thomas quand je parlais de mes problèmes de santé. Mais en réalité, j'étais plus forte que jamais. La colère m'avait donné une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque humiliation alimentait ma détermination. Chaque insulte renforçait ma résolution. J'allais les détruire. Tous. Mélissa. Mon patron. Et même Thomas s'il le fallait. Car mon fils avait fait son choix. Il avait choisi l'argent et une femme manipulatrice plutôt que sa propre mère. Il méritait d'apprendre la vérité de la manière la plus brutale possible. J'avais aussi pris des mesures pour protéger mes biens.
En secret, j'avais consulté un avocat. Un excellent avocat spécialisé dans les affaires familiales et la fraude financière. Je lui avais montré toutes mes preuves. Il avait été impressionné par mon travail de documentation. Ensemble, nous avions élaboré un plan légal pour m'assurer que Mélissa ne toucherait jamais un centime de mon argent. J'avais modifié mon testament, déshéritant complètement Thomas et plaçant tous mes biens dans une fondation caritative. Si je mourais, tout irait à des œuvres pour les femmes battues et les personnes âgées victimes d'abus. Rien pour mon fils. Rien pour cette garce. J'avais aussi transféré discrètement l'essentiel de mes économies sur des comptes que Mélissa ne connaissait pas. J'avais vendu quelques investissements et déplacé l'argent. Sur mes comptes principaux, ceux dont je savais qu'elle connaissait l'existence car elle fouillait dans mes papiers, je n'avais laissé que quelques milliers d'euros. Juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Le reste, près de 190 000 euros, était en sécurité. Intouchable.et puis il y avait eu ce jour. Ce maudit jour où tout avait explosé. Le jour du cintre. Le jour où Mélissa avait franchi la ligne rouge en levant la main sur moi. Ce jour-là, j'avais décidé que c'était terminé. Plus d'attente. Plus de planification. Il était temps d'agir. Après que Thomas ait refusé de me regarder, après avoir vu le sang sur mes doigts, j'étais remontée dans ma chambre et j'avais fait un appel. À la police. À mon avocat. Au commissaire aux comptes qui supervisait l'entreprise de mon patron. J'avais déclenché la tempête. Et en moins de 5 heures, tout allait s'effondrer pour eux. Mais avant cela, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui allait rendre cette journée encore plus mémorable. 5 minutes après que je sois remontée dans ma chambre, j'avais entendu un grand bruit. Un crash assourdissant qui avait fait trembler toute la maison. Des cris. Thomas qui appelait. Maman. Maman. Il y avait une urgence réelle dans sa voix. Une peur que je ne lui avais jamais entendue. J'y suis descendue en courant malgré ma tête qui tournait encore. Dans le salon, une scène surréaliste m'attendait. Une partie du plafond s'était effondrée. Des morceaux de plâtre et de bois jonchaient le sol. Et au milieu de ce chaos, Mélissa était allongée, inconsciente, ensevelie sous les débris. Thomas était à côté d'elle, paniqué, essayant de la dégager. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la vulnérabilité. De la peur. Mon petit garçon qui appelait sa maman à l'aide. Pendant une seule seconde, j'ai pensé à ne rien faire. À rester là et regarder. À laisser la situation se régler d'elle-même. Cette femme qui m'avait torturée pendant 3 ans était là, peut-être mourante. Ce serait si simple. Mais je ne suis pas un monstre. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait endurer, malgré toute la haine que j'avais accumulée, je ne pouvais pas la laisser mourir. Pas comme ça. Alors j'ai agi. J'ai appelé les urgences pendant que Thomas dégageait les débris. Ma voix était calme, posée. Je donnais les informations nécessaires avec précision. Puis j'ai aidé mon fils à sortir Mélissa de sous les décombres. Elle respirait encore mais elle était couverte de sang. Une poutre l'avait frappée à la tête. Le karma, ai-je pensé. Quelques heures plus tôt, elle m'avait frappé avec un cintre. Maintenant, c'était elle qui saignait. Mais je n'ai rien dit. J'ai pris son pouls, vérifié ses signes vitaux, appliqué les premiers secours que j'avais appris il y a des années. Thomas me regardait faire avec des yeux ronds. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment vu sa mère. Pas la vieille femme fatiguée qu'il avait laissé maltraiter. Mais la femme forte qu'elle avait toujours été. La femme qui avait élevé seule un enfant. La femme qui avait travaillé toute sa vie. La femme qui, malgré tout, restait capable de compassion même envers ceux qui lui voulaient du mal. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. J'ai vu la culpabilité l'envahir. Mais il était trop tard. Bien trop tard. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils ont emmené Mélissa sur une civière. Thomas voulait partir avec elle mais je l'ai arrêté. Non, ai-je dit d'une voix qui n'admettait aucune contestation. Tu restes ici. Nous devons parler. Il a ouvert la bouche pour protester mais quelque chose dans mon regard l'a fait taire. Pour la première fois en 3 ans, mon fils m'obéissait. Les ambulanciers sont partis. La porte s'est refermée.
Et nous étions seuls. Assieds-toi, ai-je ordonné. Thomas s'est assis comme un enfant puni. J'étais debout devant lui, et malgré ma petite taille, je me sentais immense. J'avais le contrôle. Pour la première fois depuis si longtemps, j'avais le contrôle. Il a commencé à bredouiller des excuses. Maman, je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Je ne savais pas qu'elle te faisait du mal. Mais je l'ai interrompu d'un geste de la main. Tu savais, ai-je dit calmement. Tu as toujours su. Tu as juste choisi de l'ignorer. Puis je lui ai tout raconté. Tout ce que j'avais découvert sur sa femme. Son amant. Leur plan pour me voler mon argent. Les activités criminelles de mon patron. Chaque détail. Chaque preuve. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les vidéos. Les enregistrements audio. Les photos du détective. Je l'ai regardé se décomposer devant moi. Son visage passait de la surprise à l'incrédulité, puis à l'horreur. Il ne voulait pas y croire. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Non, répétait-il. Ce n'est pas possible. Mélissa m'aime. Elle me l'a dit. Nous allons avoir un bébé. À ces mots, j'ai ri. Un rire amer, sans joie. Un bébé. Tu es vraiment stupide, mon pauvre garçon. Il n'y a jamais eu de bébé. C'était juste un autre mensonge pour te garder sous son contrôle. Et j'avais raison. Mélissa avait prétendu être enceinte il y a 2 mois pour empêcher Thomas de remettre leur relation en question. Mais mon détective avait découvert qu'elle prenait toujours la pilule. Qu'elle se rendait régulièrement dans une clinique pour renouveler sa prescription. Thomas s'est effondré. Littéralement effondré. Il est tombé à genoux et il a pleuré. Des sanglots profonds, déchirants. Il murmurait que sa vie était finie. Que tout était fini. Que je devais lui pardonner. Qu'il ne savait pas. Qu'il avait été aveugle. Et pendant qu'il pleurait, je restais là, debout, froide comme la pierre. Une partie de moi voulait le consoler. C'était mon fils après tout. Mon enfant. Mais une autre partie, plus forte, plus dure, refusait de céder. Tu m'as laissé me faire humilier pendant 3 ans, ai-je dit doucement. Tu as écouté cette femme m'insulter, me traiter comme une moins que rien, et tu n'as rien fait. Tu montais le volume de la télévision. Tu partais dans une autre pièce. Tu faisais semblant que tout allait bien. Et aujourd'hui, quand elle m'a frappé, tu as choisi de l'ignorer. Alors ne me demande pas de te consoler maintenant. Ne me demande pas de te dire que tout ira bien. Parce que pour toi, rien n'ira bien. C'est à ce moment-là qu'on a sonné à la porte. Thomas était tellement perdu dans son désespoir qu'il n'a même pas réagi. Je suis allée ouvrir. C'était la police. 2 officiers en uniforme et un en civil. L'inspecteur Moreau, l'homme à qui j'avais parlé quelques heures plus tôt. Il m'a salué poliment puis est entré. Thomas s'est relevé, confus. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est ici? L'inspecteur lui a demandé s'il était bien Thomas Dubois, époux de Mélissa Dubois née Lemaire. Mon fils a acquiescé, de plus en plus paniqué. L'inspecteur a sorti une enveloppe. Nous avons un mandat de perquisition, a-t-il annoncé. Votre épouse est suspectée de complicité de fraude financière et de détournement de fonds. Nous devons saisir tous ces documents, ces ordinateurs, ces téléphones. Thomas est devenu blanc comme un linge. Il s'est tourné vers moi. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Sa voix tremblait entre l'accusation et l'incrédulité. J'ai hoché la tête. Oui, c'est moi. Je protège ce que j'ai construit. Je protège ma vie. Et si ça signifie détruire la tienne, alors soit. Les policiers ont commencé leur perquisition. Ils ont monté dans la chambre de Thomas et Mélissa. Ils ont ouvert les placards, fouillé les tiroirs, saisi l'ordinateur portable et les téléphones. Thomas essayait de protester mais l'inspecteur lui a calmement expliqué ses droits. Il n'était pas en état d'arrestation pour le moment, mais il devrait venir au commissariat pour témoigner. Mon fils me lançait des regards perdus, comme s'il attendait que je le sauve. Mais je ne bougeais pas. Je regardais la scène avec satisfaction. Puis l'inspecteur s'est tourné vers moi. Madame Dubois, vous devriez faire soigner cette blessure à la tête.
Je vois que vous saignez encore. J'ai porté ma main à mon crâne. Le sang avait recommencé à couler. Thomas a sursauté. Maman, tu es blessée. Il faut aller à l'hôpital. Maintenant sa voix portait de l'inquiétude. Maintenant il se souciait de moi. Maintenant que tout s'effondrait autour de lui, il se rappelait qu'il avait une mère. Trop peu, trop tard. L'inspecteur m'a regardé avec curiosité. Comment vous êtes-vous fait cette blessure, madame? C'était le moment. Le moment de vérité. Je pouvais dénoncer Mélissa pour agression. Porteur plainte. M'assurer qu'elle finirait en prison non seulement pour fraude mais aussi pour violence. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être un dernier vestige de compassion. Ou peut-être le calcul froid que son séjour à l'hôpital serait déjà une punition suffisante. Je suis tombée, ai-je menti. En aidant ma belle-fille quand le plafond s'est effondré. L'inspecteur n'était pas dupe. Il a regardé le plafond du salon, puis ma blessure, puis moi. Il savait que quelque chose ne collait pas. Mais il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête. Très bien. Mais faites-vous quand même examiner. Une blessure à la tête peut être sérieuse. Puis il s'est tourné vers Thomas. Vous devrez nous suivre au commissariat pour votre déposition. Maintenant. Thomas a ouvert la bouche pour protester mais un regard de l'inspecteur l'a fait taire. Avant de partir, mon fils s'est approché de moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes. Maman, je suis vraiment désolée. Pour tout. Je sais que j'ai été un mauvais fils. Je sais que je t'ai trahi. Mais s'il te plaît, aide-moi. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Sa voix se brisait. C'était pitoyable. Pathétique même. L'homme de 30 ans devant moi ressemblait à un enfant effrayé. Et pendant une fraction de seconde, mon cœur de mère a failli céder. Mais je me suis souvenue. Je me suis souvenue de toutes les fois où il m'avait ignorée. De toutes les fois où il avait pris le parti de Mélissa contre moi. De ce matin même, quand il avait monté le volume de la télévision pendant que sa femme me frappait. Non, ai-je dit fermement. Tu dois affronter les conséquences de tes choix. Pendant 3 ans, tu as choisi cette femme plutôt que ta mère. Maintenant, tu vas vivre avec ce choix. L'inspecteur a posé sa main sur l'épaule de Thomas. Monsieur Dubois, nous devons y aller. Mon fils m'a lancé un dernier regard désespéré avant de sortir escorté par les policiers. La porte s'est refermée derrière eux et je me suis retrouvée seule dans ma maison. Le silence était assourdissant. Je me suis assise sur le canapé, celui-là même où Thomas regardait son match quelques heures plus tôt. Mon corps tremblait. Pas de peur. Pas de tristesse. Mais d'une émotion étrange, mélange de soulagement et d'épuisement. C'était fini. 3 ans de torture. 3 ans de manipulation. 3 ans de mensonges. Tout était terminé. J'avais gagné. Mais pourquoi cette victoire avait-elle un goût si amer? Mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, Maître Blanchard. Il m'appelait pour me confirmer que tout se déroulait comme prévu. La police avait également perquisitionné les bureaux de mon patron. Ils avaient trouvé des preuves accablantes de détournement de fonds. Plus de 500 000 € détournés sur une période de 10 ans. Mon patron avait été arrêté dans l'après-midi même. Il risquait plusieurs années de prison. Et Mélissa, complice active de ces détournements, risquait la même chose. Maître Blanchard m'a également informé que l'entreprise allait probablement faire faillite. Trop de dettes, trop de malversations. Ce qui signifiait que j'allais perdre mon emploi. À 60 ans. Après 15 ans de service loyal. Normalement, cette nouvelle aurait dû m'effondrer. Mais étrangement, je me sentais libre. Libérée d'un travail où j'avais été trahie. Libérée d'un patron qui complotait contre moi. Libérée de tout ce qui m'avait enchaîné ces dernières années. J'avais mes économies. J'avais ma maison. J'avais ma santé malgré le coup à la tête. Et surtout, j'avais ma dignité retrouvée. Plus personne ne me traiterait comme une moins que rien. Plus jamais. J'ai remercié l'avocat et raccroché. Puis je me suis levée et j'ai marché lentement dans la maison. Chaque pièce était remplie de souvenirs. Des souvenirs de quand Thomas était petit.
De quand nous étions heureux, lui et moi. Avant Mélissa. Avant tout cela, point dans sa chambre d'enfant, devenue maintenant une chambre d'amis que personne n'utilisait, il y avait encore quelques-uns de ses jouets. Un ours en peluche usé qu'il adorait. Des livres d'images que nous lisions ensemble le soir. Des photos sur les murs. Thomas a 5 ans, avec son premier vélo. Thomas a 10 ans, lors de sa première compétition de natation. Thomas a 15 ans, recevant son prix d'excellence à l'école. J'avais été si fière de lui. Mon petit garçon brillant, travailleur, gentil. Où était-il passé? Quand s'était-il transformé en cet homme faible qui laissait sa femme maltraiter sa mère? J'ai décroché une photo du mur. C'était le jour de son diplôme universitaire. Il avait 23 ans. Je me tenais à côté de lui, rayonnante de fierté. Nous sourions tous les deux, complices, heureux. Je nous ai regardés longtemps, ces deux personnes que nous avions été. Puis j'ai posé la photo face contre le mur. Ce temps était révolu. Ces personnes n'existaient plus. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était l'hôpital. Une infirmière m'informait que Mélissa avait repris connaissance. Elle avait une commotion cérébrale sévère et plusieurs côtes cassées, mais elle allait s'en sortir. L'infirmière me demandait si je voulais venir la voir. C'est votre belle-fille, après tout, a-t-elle ajouté gentiment. J'ai failli rire. Ma belle-fille. Cette femme qui avait planifié de me voler tout ce que j'avais. Cette femme qui m'avait frappé quelques heures plus tôt. Non merci, ai-je répondu poliment. Je ne viendrai pas. L'infirmière a semblé surprise mais n'a pas insisté. Elle m'a simplement dit que Mélissa demandait à voir Thomas. Je lui ai expliqué que mon fils était au commissariat et que je ne savais pas quand il serait libéré. Il y a eu un silence gêné au bout du fil. Puis l'infirmière a dit doucement. Je vois. Très bien. Je transmettrai le message. Elle a raccroché et je suis restée là, téléphone en main, me demandant ce que Mélissa ressentait en ce moment. Savait-elle que tout était découvert? Savait-elle que son château de cartes s'était effondré? J'ai décidé d'aller finalement me faire examiner à l'hôpital. Pas le même où se trouvait Mélissa, évidemment. Un autre, de l'autre côté de la ville. J'ai pris ma voiture et conduit lentement, appréciant chaque moment de cette liberté retrouvée. Aux urgences, un jeune médecin m'a examiné. Il a nettoyé ma plaie, mis des points de suture. 7 points. Il m'a demandé comment c'était arrivé et j'ai répété mon mensonge. Une chute en aidant quelqu'un. Il m'a regardé avec un mélange de scepticisme et de compassion mais n'a pas insisté. Pendant qu'il me soignait, il m'a parlé de sa grand-mère. Elle avait mon âge et elle aussi avait récemment subi des violences domestiques. Mais de la part de son propre fils, toxicomane, qui la frappait pour obtenir de l'argent. Les personnes âgées sont souvent victimes d'abus, a-t-il dit tristement. Et personne n'en parle. C'est un tabou dans notre société. Ces mots m'ont touchée. J'ai failli tout lui raconter. Mais je me suis retenue. Mon histoire était entre moi, Thomas et Mélissa. Personne d'autre n'avait besoin de savoir. En rentrant chez moi, il faisait nuit. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé les lumières une par une, chassant les ombres. Dans le salon, les débris du plafond effondré gisaient toujours par terre. Il faudrait faire venir quelqu'un pour réparer. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de repos. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche me semblait plus lourde que la précédente. L'adrénaline qui m'avait porté toute la journée commençait à retomber. Dans ma chambre, j'ai ouvert à nouveau mon carnet secret. J'ai relu mes notes. Toutes ces humiliations documentées avec soin. Toutes ces preuves accumulées patiemment. Ce travail minutieux avait payé. Puis j'ai pris un stylo et j'ai écrit une dernière entrée. Aujourd'hui, 13 novembre 2025, j'ai repris ma vie en main. Aujourd'hui, j'ai cessé d'être une victime. Aujourd'hui, je suis redevenue moi-même. J'ai refermé le carnet et je l'ai rangé dans le tiroir. Je n'en aurais plus besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi seule dans ma maison pour la première fois depuis 3 ans. Un sommeil profond, sans cauchemar. Sans stress. Sans cette tension permanente qui m'habitait chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir. Je me suis réveillée tard le lendemain matin.
Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant ma chambre. J'ai pris mon temps pour me lever. J'ai préparé du café. Du vrai café, celui que j'aimais, pas celui que Mélissa m'obligeait à acheter parce qu'elle le préférait. J'ai bu ma tasse tranquillement, assise à la table de la cuisine, regardant le jardin par la fenêtre. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.